Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle session d'information locale sur TV Fil 78 dans l'actualité de ce 6 janvier. Le collège intercommunal Philippe de Champaigne et les écoles élémentaires et maternelles de la Verrière évincées du réseau d'éducation prioritaire à la rentrée 2015. La ville s'inquiète. Mobilisation prévue demain matin. Alain Jage, maire de la commune, est l'invité du journal. Les hommages se multiplient depuis la disparition de l'ancien pilote Jean-Pierre Beltoise, décédé lundi à 77 ans. Des hommages qui dépassent le monde automobile. L'Élysée parle d'un homme qui aimait son sport, qui voulait faire partager son enthousiasme et très engagé pour la sécurité au volant. Les soldes d'hiver qui débutent demain matin. Dès 8h, des bonnes affaires. Peut-être avez-vous fait un peu de repérage. Les commerçants, en tout cas, sont prêts. Vous le verrez. Dans l'actualité également, les suites du drame survenu le 7 septembre dernier à Flins-sur-Seine, où une fillette de 13 ans perdait la vie en tombant d'un manège. L'attraction n'aurait jamais dû être ouverte au public. Le contrôle technique était périmé. L'exploitant pourrait donc être poursuivi. Le juge d'instruction devrait boucler le dossier avant la fin du mois, le temps de terminer les toutes dernières expertises. Nous revenons donc ce soir sur la disparition de Jean-Pierre Beltoise. C'était l'un des plus grands pilotes français, symbole de l'âge d'or du sport automobile, l'un des rares également à avoir brillé sur deux roues avant de prendre le volant. Il a ensuite passé le reste de sa carrière à défendre la sécurité routière et notamment depuis son circuit qu'il a décidé d'installer à Trappes. Anthony Reich et Patrick Jacques de Dixmude s'y sont rendus cet après-midi. 86 Grands Prix de Formule 1, 8 podiums dont le mythique succès à Monaco en 1972 sous une pluie battante. Pilote à l'aise partout, 11 fois champion de France de moto, 14 participations, 24 heures du Mans. Jean-Pierre Beltoise aime la compétition par-dessus tout et les qualités de trajectoire. Jean-Pierre a été le premier qui a redonné un certain lustre au sport automobile français et qui a entraîné dans la foulée d'abord une revalorisation du sport automobile qui était un peu tombé en désuétude en France. Et une réussite qui inspire de nombreux pilotes comme Arnoux, Jabouille ou encore Prost. Après sa carrière, il a consacré la suite de sa vie à la sécurité des pilotes, développe des stages de prévention notamment au circuit qui portait son nom à Trappes avec sa méthode Conduire juste. Si vous voulez, ça ne m'intéresse pas du tout de faire des circuits pour faire plaisir. Ce qui m'intéresse, c'est de faire des circuits pour qu'un jour, le gouvernement et les responsables des boîtes disent, mais effectivement, avec le système mis au point par Jean-Pierre Beltoise et Conduire juste, on réduit de moitié ou des 2/3 ou des 3/4 des accidents de la route. Très proche de son personnel ici à Trappes, parce que la plupart des gens qui ont collaboré avec lui l'ont fait et le font depuis quasiment l'origine, c'est-à-dire pour la majorité de nos collaborateurs, c'est plus de 20 ans. Jean-Pierre Beltoise est décédé à l'âge de 77 ans après 2 accidents cardiovasculaires à Dakar. L'entretien de ce journal à présent, c'est avec Alain Jage. Bonsoir. Vous êtes le maire de la Verrière. Demain, vous mobilisez les habitants autour de la nouvelle carte du réseau d'éducation prioritaire et les nouveaux critères d'attribution des aides. Elle a été dévoilée, cette carte, mi-décembre par la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Le réseau d'éducation prioritaire permet aux établissements qui y sont rattachés de bénéficier de moyens supplémentaires. Ce qui vous gêne, Alain Jage, c'est la sortie des écoles de votre secteur de ce réseau. Qu'allez-vous perdre avec ce changement? Quelles seront les conséquences pour vous? Écoutez, déjà, effectivement, on a été un peu surpris à la fois sur la méthode et sur le fond, puisque sur la méthode, on a été prévenu tardivement, et d'ailleurs l'annonce a été faite le 17 décembre, quelques jours avant les vacances scolaires. Pour entrer en application pour la rentrée prochaine. Exactement. Donc avec peu de temps pour réagir, peu de documents qui nous ont été remis, une incompréhension, d'autant que dans le même temps, nous, on fait un petit peu, on essaye de faire confiance en général à l'État, et on se demande si on a bien raison, parce que il y a comme une schizophrénie. Madame Belkacem a été ministre de la Ville et elle tenait les mêmes discours que Monsieur Lamy, c'est-à-dire une cohérence d'intervention, un seul territoire, une seule politique pour la géographie prioritaire et pour l'éducation prioritaire. Au résultat, nous obtenons, en même temps qu'on nous sort de l'éducation prioritaire, nous obtenons gain de cause sur la reconnaissance de la ville en géographie prioritaire. En termes clairs, 70% de la ville et de sa population va être en géographie prioritaire, et dans le même temps, ce qui représente les moyens, c'est-à-dire les moyens donnés à l'éducation prioritaire, qui est vraiment la priorité absolue des contrats de ville, on nous retire, nos écoles et le collège, de la géographie prioritaire, et on nous propose en échange une convention qui est loin, très loin de nous satisfaire. Et quand je dis nous, ce sont nous, évidemment, élus, mais aussi les parents d'élèves, mais aussi les enseignants des écoles élémentaires primaires et du collège, évidemment, du Ménil-Saint-Denis, et même de la maire du Ménil-Saint-Denis que j'ai eu, évidemment, et qui
n'est pas satisfaite de la convention en l'état. Ça fait une trentaine d'années que les établissements sur votre secteur faisaient partie de cette zone d'éducation prioritaire, de ce réseau d'éducation prioritaire. Ces aides, concrètement, elles sont matérielles, elles sont financières. Ça se traduit comment? C'est considérable. Par exemple, dans toutes nos écoles de la Verrière, élémentaire et primaire, nous avons des effectifs réduits. C'est moins de 25 enfants par classe, alors que, évidemment, si nous n'étions pas en éducation prioritaire, nous serions à 32, 33. Donc déjà, c'est des conditions d'enseignement. C'est après des décharges pour les directeurs, c'est du temps de coordination, c'est des appuis financiers, c'est des incitations financières pour les enseignants, parce qu'il faut pouvoir recruter, stabiliser les équipes, les former dans des secteurs qui sont parfois un petit peu compliqués, un peu difficiles. Donc tout cela, évidemment, ne se retrouve pas dans le dispositif que nous propose l'État. Ces dernières années, l'État a multiplié les normes, les sigles, les dispositifs, les ZEP, les REP, les RAR aussi, par exemple. On peut peut-être trouver légitime cette volonté de simplifier aussi? Ah, mais nous, on était pour la simplification. Mais pas pour sortir du dispositif, en tout cas. Pas pour sortir, et surtout pour garder de la cohérence. Et d'ailleurs, tout le monde reconnaît que c'est incohérent d'avoir 70% du territoire en géographie prioritaire et de ne pas avoir les écoles. En fait, nous sommes victimes de quoi? Nous sommes victimes d'avoir une originalité départementale, voire régionale. C'est un collège intercommunal qui associe une des communes les plus pauvres des habitants, en tout cas les moins riches du département, avec une des communes plus aisées du département. La Verrière et le Mesnil-Saint-Denis, et vous parlez de l'établissement Philippe de Champaigne, bien sûr. Et donc finalement, tout ça donne des moyennes qui sont, quand on les compare, bien sûr, au-dessus des moyennes qu'on peut avoir au Mureaux, à Trappes. Ceci dit, j'ai posé la question à l'inspecteur départemental pour lui dire mais notre population n'a pas changé à la Verrière, les enfants sont les mêmes, les gens sont même peut-être un peu plus pauvres qu'ils ne l'étaient il y a 2 ans, 3 ans, les conditions d'apprentissage sont les mêmes, rien n'a changé à la Verrière et résultat, nos enfants, nos collégiens, nos enfants d'âge maternel et élémentaire n'auraient plus les mêmes moyens que les voisins de Trappes ou que les voisins de Plaisir. Et quelle réponse vous a été apportée lorsque vous l'avez fait remarquer? Est-ce que vous avez bon espoir? En tout cas, il y aura mobilisation demain, dès 8h30 devant les écoles, rassemblement aussi devant la mairie, blocage des accès de la ville ensuite, c'est le programme qui a été établi. Vous avez des recours, il y a des leviers? Il y a aussi grève des enseignants du collège. Tous les enseignants du collège sont en grève jeudi. Il y a des écoles de la Verrière qui seront en grève. Il y a des mouvements d'enseignants qui vont avoir lieu pendant la semaine. L'inspecteur nous a proposé de nous revoir en début de semaine prochaine. Nous savons que sur la région parisienne, il n'y a pas que la Verrière qui est concernée. Nous espérons faire reculer effectivement le gouvernement. Si on ne nous accorde pas le label ZEP, mais au moins qu'on nous accorde les mêmes moyens. Il n'y a pas de raison, nos enfants ont les mêmes difficultés qu'à Trappes, il n'y a aucune raison que nous n'ayons pas les mêmes moyens. Nous serons très fermes, et je vous donne vraiment mon assurance en tant que maire, que nous ne laisserons pas cette affaire ici. La perte des moyens avec la sortie du réseau d'éducation prioritaire, c'est encore une mauvaise nouvelle, on va dire, pour la Verrière, parce que vous avez parlé globalement des pertes de moyens venant de l'État, les problèmes de dotation. On va évoquer ce sujet à présent, on va juste écouter un micro-trottoir. Est-ce que les habitants sont inquiets actuellement, aujourd'hui, pour leur quotidien, avec la perte des moyens qui sont attribués à leur commune? Oui, beaucoup, puisque étant au CFA de la FIDA qui se trouve juste derrière la gare, s'il perd ses subventions pour la région, c'est vrai qu'il risque de fermer, donc ce serait mauvais pour pas mal de personnes, quoi. Et à propos des gens qui ont leurs enfants dans les écoles, franchement, c'est inquiétant. C'est inquiétant. C'est sûr, on a besoin de moyens, malheureusement, on les a pas. Et l'État ne fait rien pour. J'ai pas d'enfants petits, mais bon, je pense aux gens qui ont des enfants petits, c'est vrai que ça va être un problème. Et oui, ça fait peur du coup. Je sais pas, il faudrait faire des manifestations, histoire de réveiller un peu l'État pour qu'il nous aide, parce que déjà je trouve qu'il nous aide pas vraiment beaucoup, et là ça va être pire. Il faut faire des manifestations, il y en aura une demain à la Verrière en tout cas. Oui. L'appel a été entendu, mais plus globalement, même au-delà de l'éducation, c'est vrai qu'il y a des craintes. Est-ce qu'aujourd'hui à la Verrière, vous en tant que maire, vous êtes inquiet sur les services qui sont proposés, sur les hausses d'impôts éventuelles? Forcément, heureusement, on a eu une gestion rigoureuse pendant toutes les dernières années, ce qui fait que la Verrière n'a pas de dette, n'a pas d'emprunt, donc ça nous donne un petit délai. Néanmoins, c'est la première fois qu'on vote un budget de la ville en diminution par rapport au budget de l'année précédente, alors que bien évidemment, les frais généraux augmentent, nous avons l'inflation, etc. Donc il faut aujourd'hui faire face à une diminution de moyens et en même temps à une augmentation de nos responsabilités. Et
une augmentation des attentes des habitants, parce que les habitants, aujourd'hui, moins aidés par l'État, moins aidés demain par le Conseil général ou le Conseil régional, se retournent vers leur maire et disent « Monsieur le maire, aidez-moi sur les aspects de la vie quotidienne, aidez-moi pour payer le chauffage, aidez-moi face à mes loyers qui augmentent et mon salaire qui n'augmente pas, aidez-moi pour les transports, aidez-moi pour la formation, aidez-moi pour la santé, aidez-moi pour l'éducation ». Et comment réaliser des économies dans ce contexte-là et avec les attentes des habitants? Vous nous dites pour la première fois le budget à la Verrière est en diminution. D'ailleurs, il est de combien le budget sur votre commune? Environ 10 millions, un peu en dessous de 10 millions. Un peu en dessous de 10 millions. Il était de combien l'année dernière? Le budget a baissé de quelques dizaines de milliers d'euros. Hein. D'accord, on est tout toujours cas, dans les demi. C'est en baisse. Mais au final, comment vous faites des économies? Écoutez, ça pousse évidemment à devoir regarder poste par poste, dépense par dépense et à commencer à faire des choix. Nous avons commencé à faire des choix qui ne sont pas agréables à faire, mais par exemple, nous donnions un livre à chaque enfant au moment de Noël, nous avons supprimé, nous avions une classe de neige, nous l'avons supprimé, nous avions des actions de cette nature sur lesquelles aujourd'hui nous essayons de nous reconcentrer sur l'essentiel en laissant quelquefois des choses importantes. Un dernier sujet avant de vous laisser partir, de reprendre le cours de ce journal. Vous avez aussi fait face il y a quelque temps à un trouble de la tranquillité publique sur la Verrière, c'est comme ça qu'on en parle. Et il y a eu des mobilisations de la population près de la gare, du quartier d'Orly Park. On peut faire un point sur cette situation. Aujourd'hui, la tranquillité est revenue sur ces quartiers-là dans la Verrière? Écoutez, ce n'est pas une question qui se traite en quelques jours, en quelques semaines, ça se traite sur la durée. J'ai le sentiment des retours que j'ai de la part de la population, mais aussi des commerçants qui étaient très concernés, que la situation s'est un peu améliorée. On n'en est pas encore au bout, on continue d'être attentifs, vigilants et de renforcer encore nos moyens. On travaille à un renforcement de la police municipale, on cherche à recruter. C'est difficile aujourd'hui de recruter, c'est des dépenses aussi supplémentaires, donc il faut prendre ailleurs. Donc voilà, tous les dispositifs se mettent en place. En tout cas des fêtes de Noël et des vacances qui se sont bien passées, tranquillement. Et donc un retour pour l'instant satisfaisant, mais on n'est jamais à l'abri de nouveaux incidents, de nouveaux problèmes sur notre ville comme ailleurs. La Verrière n'est pas la seule commune concernée, évidemment. Merci Alain Jage. Je rappelle donc cette mobilisation demain contre cette nouvelle carte du réseau d'éducation prioritaire, ou en tout cas pour continuer à obtenir des moyens pour les établissements, pour les écoles sur la ville de la Verrière. Ce sera dès 8h30 le matin. Merci à vous. Merci. Demain, c'est l'ouverture des soldes d'hiver. Les consommateurs les attendent avec impatience pour refaire leur garde-robe, parfois effectuer aussi des achats coûteux du côté des magasins et des commerçants. On s'active, tout doit être prêt pour le jour J. Reportage Florane Parfait, William L. depuis les Clés-sous-Bois dans un centre commercial. Inutile de chercher en rayon les moins 20, moins 40 ou moins 50% tant espérés par les acheteurs. À J-1, commerçants et vendeurs préparent les étiquettes et leur stock en toute discrétion. Vous avez donc tous les produits qui sont en cours de préparation. Pour cela, c'est quasiment prêt. Donc ils vont arriver dans les rayons ce soir. On va travailler très tard. Dans cette boutique de linge de maison haut de gamme, 5000 produits doivent être réétiquetés. Il faut de la main-d'œuvre en plus. Moi, par exemple, d'habitude, je ne travaille pas dans le magasin. On a une jeune fille qui travaille aussi derrière nous, donc qui est aussi étudiante en école de commerce, qui vient nous aider et donner main forte pour la préparation des produits. Il faut ouvrir tous les produits, faire une étiquette qui soit adaptée à la couleur, à la référence et qui indique donc les 3 niveaux de prix. Selon les magasins, l'organisation est plus ou moins fastidieuse mais incontournable. Pour le prêt-à-porter, les soldes peuvent représenter jusqu'à 30% de ventes en plus sur la période. Aujourd'hui, c'est la dernière journée où on peut un peu souffler avant demain et tout le mois qui arrive. On s'arrange que tout soit bien nickel dans le magasin, que tout soit rangé pour pouvoir ce soir étiqueter au plus vite et pouvoir avoir des promotions rapidement, que demain tout soit prêt pour les clients quand ils arrivent. Cette année, les soldes seront plus longues, 6 semaines au lieu de 5 habituellement. Auparavant, les commerçants bénéficiaient de 2 semaines de soldes flottantes. Cette mesure relative à la loi LME de 2008 a été supprimée depuis cet été. Les soldes flottants, c'était un petit peu compliqué même pour la clientèle, dans le sens où il y a les soldes flottants, les opérations commerciales. Il y a beaucoup de choses. Voilà, ça va pas enlever en fait de période de réduction pour la clientèle, mais par contre c'est un peu plus concentré. Une semaine de soldes en plus, c'est 7 fois plus de chances de faire de bonnes affaires. Pour les soldes addicts, le centre commercial One Nation offre 10% de réduction en plus demain de 8h à 10h. Deuxième volet de notre rétrospective 2014. À présent, toujours préparé par Catherine Zulato, que faut-il retenir de l'actualité locale des mois de mars et des mois d'avril également?
Nous poursuivons notre rétrospective avec une manifestation. Plusieurs centaines d'étudiants infirmiers défilent à Paris en ce 3 mars. Ils s'opposent au boycott des cliniques qui refusent de les accueillir en stage. C'est notamment ce que déplorent les élèves de l'Institut de formation en soins infirmiers de la Verrière. Un centre unique en France, inauguré à Saint-Germain-en-Laye, l'Institut en santé génésique. Depuis le début du mois de janvier, une vingtaine de bénévoles y accueillent des femmes victimes de violences. Elles peuvent être amenées par des médecins ou tout simplement venir d'elles-mêmes en poussant la porte. Des professionnels ont été formés et coordonnés pour mieux leur venir en aide. Le Solar Décathlon, la grande compétition mondiale en vue de construire la maison la plus écologique, s'est tenue à Versailles à l'été 2014, mais dès le mois de mars, le parrain de l'édition était connu, le navigateur Michel Desjoyaux, un marin depuis longtemps concerné par le devenir de la planète. Le mois de mars, une large page consacrée aux élections municipales. Si certains maires ont été réélus, c'est le cas à Montigny, Guyancourt et Lancourt-Trappes, ou Manille-les-Hameaux, ou encore la Verrière. Il y a du changement à la tête de la Casquie. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines n'a jamais été à droite et c'est dorénavant le cas depuis le deuxième tour des municipales. 25 sièges pour la droite, 23 pour la gauche. Autre changement, cette fois à Voisin-le-Bretonneux, avec seulement 15 voix d'écart. La liste d'hiver droite menée par Alexandra Rossetti remporte la ville devant le maire sortant Alexis Biette, élu pourtant depuis 1995. Alexandra Rossetti était l'ancienne première maire adjointe d'Alexis Biette. Elle avait quitté la majorité en octobre 2013 pour monter sa propre liste. Georges Mougeot, maire d'hiver gauche de Maurepas depuis 1989, avait annoncé qu'il ne se représenterait pas. La bataille pour lui succéder a été rude, faite de rebondissements politiques à droite comme à gauche. Avec 49,25% des voix, l'UMP Grégory Garestier, 31 ans, a remporté à la surprise générale le second tour des élections municipales. Il a devancé le favori Michel Chapa, 37,43%, et le candidat socialiste Ismaël Havane, 13,34%. À Trappes, un promu, Benoît Hamon, député de la circonscription de Trappes-et-Lancourt, qui vient d'être élu sur la liste de Guy Malandin, va quitter son ministère de l'économie sociale et solidaire pour intégrer le ministère de l'éducation. Temps scolaire, avenir financier des universités, autant de questions qui lui seront posées nationalement comme sur le territoire. Il quittera le ministère à la fin de l'été, juste avant la rentrée scolaire. Des élus qui arrivent et d'autres qui s'en vont. Alain Schmitz quitte la présidence du Conseil général. Une présidence marquée par des signes d'ouverture. C'est l'image qu'en gardera André Sylvestre, le président des élus de gauche au Conseil général. Un départ officialisé le 10 avril et dès le lendemain, le 11, les conseillers généraux ont élu un nouveau président. Alain Schmitz donc parti, la tribune est laissée libre pour l'UMP Pierre Bédier, réélu président du Conseil général des Yvelines, un fauteuil qu'il retrouve après l'avoir perdu en 2009 à l'issue d'affaires judiciaires. Alain Schmitz quitte donc la présidence pour redevenir simple conseiller général. Un arrangement entre amis condamne les élus de l'opposition. Et puis, autre élection, cette fois à la tête de la Casquie, Michel Laugier, élu sans surprise président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. C'est le premier président de droite de l'agglomération. Le maire de Montigny-le-Bretonneux dit mesurer la responsabilité de la tâche. Et après 2014-2015, quelles sont vos bonnes résolutions? Comme tout au long de la semaine, vous avez la parole. Je reste en santé pour profiter de mes petits-enfants, c'est tout ce que je demande. Faire plaisir aux autres, j'essaye de le faire. Et puis, ben voilà quoi, faire plaisir aux autres. Je suis comédien, avoir un rôle. Avoir une bonne santé, déjà. Beaucoup de bonheur, des enfants. Et puis, mes résolutions, moi, plus de sport. Réussir mes études, valider le concours d'avocat et puis continuer comme ça, épouser ma femme aussi notamment. C'est aujourd'hui l'épiphanie, la dégustation de la galette des rois a commencé. Pour l'occasion, nous sommes allés assister à un cours de cuisine à plaisir. Mélanie Poquet. Du lait, des œufs, de la farine, du beurre ou encore de la poudre d'amande. C'est parti pour 2 heures d'atelier. On rajoute le même poids de sucre glace. Les apprentis pâtissiers sont venus se mesurer à la galette des rois. La pâte feuilletée, c'est avant tout une question de patience. 2 minutes de travail pour 3 heures de repos. Et tout cela à 4 reprises. On remet un petit peu de farine sur le plan de travail. Voilà, c'est surtout pour que la pâte ne colle pas donc à la table. Et là, on réétale. C'est vrai que la pâte feuilletée, c'est un peu un mystère. Donc, savoir la faire soi-même, apporter la galette à ses amis en disant ben voilà, je l'ai faite de mes mains, c'est sympathique. C'est très simple et c'est pas fatigant, c'est pas
ça représente pas un monde comme on peut le croire ou comme on peut l'entendre, quoi. Et c'est surtout nettement meilleur que acheter tout fait en surgelé ou prêt à cuire en supermarché. Réputée assez grasse et consistante, la galette arrive quelques jours après les fêtes de Noël. Pas toujours facile d'en profiter au maximum. Ce que je veux montrer, c'est qu'on peut continuer à manger bon, même après les fêtes, sans que ça soit lourd, parce que j'ai pris une recette où on met moins de beurre que traditionnellement dans la galette. On était à plus de beurre que de farine pendant des années. Maintenant, on met moins de beurre que de farine, donc ça donne une galette plus légère. Une fois cuite et bien dorée, il ne reste plus qu'à la déguster. C'est la fin de ce journal. On se retrouve demain à 18h, toujours en direct, pour une nouvelle édition. N'oubliez pas sur notre site internet que vous retrouvez les précédents journaux et puis l'ensemble de nos reportages. Bonne soirée.